Salut à toi, enfant du soleil. Bon, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 15 novembre pour un live un peu particulier, puisqu'en fait c'est un live différé. Et ouais, je l'ai enregistré cet après-midi ce live parce que je ne suis malheureusement pas disponible à l'heure où vous me regardez. Et donc je vais faire un petit sujet, une petite émission sur un peu les news de la chaîne. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, qu'est-ce qui va s'y passer, les projets, etc. Restez jusqu'à la fin. Alors là pour le coup, j'aurai pas le choix. Le live va pas durer longtemps. On verra, hein, peut-être une demi-heure, un truc comme ça. Restez à la fin parce qu'à la fin, je vous présenterai vite fait un jeu fait pour les fans de LRDP qui s'appelle Ancient Knowledge que je viens enfin de recevoir. J'en parlerai à la toute fin de cette vidéo et peut-être que je ferai même une vidéo si ça vous intéresse sur ce jeu de plateau. Alors, au programme aujourd'hui, j'ai pris mes petites notes. Au programme aujourd'hui, on va faire un petit à propos sur le live hasardeux que j'ai fait la semaine dernière, puisque notamment je rebondis sur certaines remarques intéressantes. Euh, je ferai de même sur l'émission. Si vous l'avez pas vu, allez sur Monde Mystérieux, c'est la dernière émission, le dernier live de vendredi dernier. Un petit retour aussi à propos de cette émission. Le triple hasard des dieux, puisque aussi j'ai eu des retours constructifs, on va dire. Ensuite, on va basculer sur sujet important pour nous en ce moment et qui j'espère va vous intéresser dans les semaines et les mois, j'ai envie de dire malheureusement à venir. On fera un petit peu le topo sur le jeu qui va débarquer, qui est prévu de débarquer au mois de décembre. Je vous en parle après, après les deux premiers sujets. Qu'est-ce que je voulais dire? On parlera de l'avenir de la chaîne avec des propositions que je vais vous faire de souscription notamment, et puis après on partira sur le jeu de société pour finir. Alors, on va basculer sur le live hasardeux de la semaine dernière. Donc j'espère que vous l'avez vu, le live hasardeux de la semaine dernière, c'était euh, particulièrement la première partie sur un hasard d'implantation d'une petite pyramide qui représentait la pyramide du Soleil à 1,618 à 1,62 km. On s'en fout, on n'est pas de kilomètres près de sa grande sœur, la pyramide du Soleil, à hasard par hasard, etc. Je ne vais pas vous refaire le topo. J'ai eu à ce sujet des remarques intéressantes, donc voilà, je vais aller dans le sujet là, claque dans les commentaires de Alexis Sédou. Donc je précise que voilà, Teotihuacan, c'est un site qui fait partie de mon deuxième planétarium. Hein. C'est le deuxième, la deuxième, comment dire, deuxième occurrence. C'est là où marche aussi le planétarium qui fonctionne à Gizeh avec la même échelle, avec à peu près les mêmes corrélations. Configurations différentes, mais même topo. Et donc, c'est quand même Teotihuacan quelque chose que je dois développer parce que c'est pas aussi développé que Gizeh sur la chaîne. Donc, je vais m'y atteler. Voilà, je tiens à préciser que plus que jamais, je continuerai à faire le grand écart entre le chercheur alternatif que je suis et que je resterai et la recherche académique. Voilà, en gros, je fais le grand écart, tel Jean-Claude Van Damme, en m'appuyant sur euh, ma passion d'un sujet que je ne me comment dire que je ne me borne pas à cadrer juste avec un regard d'historien, de quelqu'un avec un dogme sans que ce soit péjoratif, mais un cadre. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment on s'y prend pour s'intéresser à un sujet comme ça. Ça, c'est le côté alternatif que je garderai. Un peu freeminder, je pense comme je veux et je travaille comme je veux, voilà, en tant que petit youtubeur et non pas historien, archéologue ou égyptologue. Donc cette liberté de l'alternatif et cette ouverture de l'esprit, je vais la garder. Et par contre, je compte vraiment m'appuyer de plus en plus sur de la documentation
euh, historiques, scientifiques, sur des livres, des études, pour enrichir ma connaissance voilà, d'un sujet qui est clairement un sujet historique, et de combiner un peu cette vision avec les questionnements que j'ai de chercheurs alternatifs. Et donc, voilà, pour revenir à Teotihuacan, donc je vais développer un petit peu le, le sujet. Je remercie Alexis Sédou qui m'a fait une petite remarque voilà, sur un truc que je ne connaissais pas, puisque je m'y étais pas spécialement intéressé. C'est en gros l'historique alors pas spécialement la découverte, parce que Teotihuacan c'est un site qui est connu hein, depuis quand même quelques siècles, mais qui a été dégagé il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Et donc je ne connaissais pas du tout l'historique de ce lieu, de ce que s'y était fait, et en gros, qu'est-ce qu'on peut dire assez vite, c'est que a été fait à Teotihuacan certaines bêtises, puisqu'il était de bon ton à l'époque comment dire, d'agir avant de réfléchir, et surtout qu'il y avait peut-être pas, il y avait pas autant de méthodologie qu'aujourd'hui. Et les archéologues, certains archéologues ont fait un peu comme les égyptologues en Égypte, ils faisaient un petit peu d'exploration, mais un petit peu de destruction aussi. Et donc, Alexis Sédou m'a fait remarquer que le site de Teotihuacan, notamment la pyramide, la grande, celle dite du Soleil, avait été un peu abîmée, voire éventuellement que son centre aurait été décalé jusqu'à 7 mètres, ce qui pouvait... alors, ce qui remettait pas en question, en gros, le 1618 de la petite pyramide maquette hein, que je vous ai montré la semaine dernière, puisque c'est une pyramide moderne, donc elle a été positionnée par rapport au centre de la pyramide tel qu'il est depuis la rénovation, mais que en gros, bah, limite derrière, ça pouvait remettre en question mon histoire de planétarium, puisque si on bouge le centre de la pyramide de 7 mètres, voilà, c'est en gros mon planétaire. Pour que mon planétarium fonctionne, il faut que j'ai un cercle de la Terre. Si on revient sur Google Earth, voilà, on est pile dessus. Un cercle de la Terre qui doit faire entre 1,47 euh, 1,47 km et 1,52. Donc la différence entre 1,47 et 1,52, bah, mine de rien, ça nous laisse de la marge, hein. Ça fait 3 plus 2, ça fait 50 mètres. 50 mètres d'écart. Donc en fait, même si j'avais un décalage de 7 mètres, 7 mètres par une latitude de 5 mètres, en fait, on serait quand même dans les clous par rapport à mon planétarium, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, euh, mais revenons aux commentaires. Donc j'ai eu un commentaire assez intéressant avec Alexis qui souvent fournit des sources. C'est ça qui est intéressant. Et donc j'ai deux sources. Une qui est issue d'un bouquin que je n'ai pas trouvé sur Internet, et une autre qui est issue d'une étude, malheureusement. Mais bon, l'étude ne parle pas de la modification que je sache de, de Teotihuacan, de sa restauration, voilà, par un mec qui s'appelle Leopoldo Batres, voilà, qui a fait ça au tout début du XXe siècle, et qui en parle dans un bouquin qu'on a ici. Est-ce que vous le voyez? Voilà, qui s'appelle Ancient Teotihuacan. Donc merci Alexis Sédou de m'avoir suggéré ce bouquin. C'est mon premier bouquin sur Teotihuacan. J'en ai commandé un d'autre qui a l'air tout aussi intéressant, qui est en français avec beaucoup de documentation et notamment tous les objets qui ont été trouvés autour de ce site. Parce qu'il faut savoir que ce site, on a quand même pas mal d'artefacts. Par contre, on a zéro écriture. Ça, voilà. Certains diraient que c'est la problématique qu'on a à Khéops, mais non. À Khéops, on a quand même des hiéroglyphes dans les chambres de décharge. À Teotihuacan, on n'a que dalle. On n'a que dalle. Donc voilà, c'est intéressant. Je vais pouvoir commencer à apprendre des choses là-dedans. Et j'ai pu vérifier un petit peu ce qui m'avait été dit par Alexis Sédou, puisque Alexis Sédou nous disait en gros que alors, chose que je savais pas. C'est vrai, moi, c'est vrai que j'avais toujours compté sur Teotihuacan, si vous voulez, si on y retourne là. Teotihuacan, j'avais toujours compté là il y avait 4 étages. Et en fait, quand on regarde plus précisément, on a un premier étage ici, un deuxième ici, trois, 4 petits ici et un cinquième. En fait, on a 5 étages. Peut-être qu'intuitivement, je savais qu'il y en avait 4. En gros, ce qu'on apprend effectivement dans ce bouquin,
c'est que, en gros, le gars qui a déblayé ce qui était une colline, et ben il a créé un cinquième niveau. Ce que me dit Alexis, c'est carrément, qu'est-ce qu'il me dit? Ti, 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 ti. Voilà, il a modifié la forme, la taille et la forme, et a ajouté un étage. Ajouter un étage. Aussi, il est difficile de bien connaître la forme, car notamment il a enlevé des couches et des épaisseurs, ce qui rend difficile de connaître son centre. Euh, voilà, je crois qu'il est dit plus tard qu'il a été enlevé 7 mètres. Je sais plus où c'est. Check, check. Qu'il a été enlevé 7 mètres à la pyramide. Voilà. Non, ça c'est ma réponse. Bref, on s'en fout, je vais pas rester non plus. Qu'il a été enlevé 7 mètres sur un côté, quoi. Et alors, donc j'ai la chance d'avoir le bouquin. J'ai fait un petit scan qui est ici. D'ailleurs, on a la chance cette page, cette 15e page de ce bouquin, d'avoir un dessin de comment était le site de Teotihuacan avant qu'il soit un petit peu restauré. Parce que mine de rien, il y a eu du mal qui a été fait, de la dégradation, mais globalement, l'intention était bonne, c'était de restaurer. Et on a de la chance aujourd'hui d'avoir voilà, un beau site de Teotihuacan tout restauré. Là, on a un dessin qui a l'air de dater de 1895, donc qui nous montre avant 5-10 ans avant que soit déblayée la pyramide, à quoi ça ressemblait. Donc on voit vaguement les niveaux. Là, on n'en voit que 3 clairement. On voit la masse de la pyramide qui ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, hein, sauf que on n'a plus toute la terre et la végétation par-dessus. Voilà, il faut prendre bien considérer quand on regarde ça que en fait, vous pouvez défigurer comme vous voulez cette pyramide. Il faudrait la démonter entièrement pour que vous ayez plus de traces du centre d'origine, du centre originel. La masse, elle reste là, donc le centre d'inertie, qui est voilà, l'axe de la pyramide, il va pas bouger, même si vous amusez à enlever des couches. En gros, ce qui a été fait, c'est qu'il y a des couches, c'est ce qui est dit ici. Voilà, qui a été enlevé les couches extérieures. Donc vous imaginez, vous avez la colline, dessous la masse de la pyramide, et sans doute qu'il a été difficile peut-être par manque de temps, voilà, de dégager correctement toute la pyramide, la partie pierreuse, sans l'abîmer. Et en fait, bah, du coup, malheureusement, ce, cet explorateur, on va dire cet archéologue, a enlevé des pierres et a défiguré la pyramide, en tout cas sa surface externe, et en gros, ça a enlevé de la masse de pierre sur la pyramide, et si vous enlevez tout du long sur les 4 niveaux de la masse de la pierre, ben vous allez vous retrouver avec un cinquième niveau. Donc je corrige quand même ce qu'a dit Alexis, il n'y a pas de cinquième niveau qui a été ajouté, hein. Le gars n'a pas fait, en tout cas pour cet aspect-là de la pyramide, n'a pas fait de défiguration. Il a appelé l'extérieur. Donc ça, fondamentalement, il n'y a pas de raison que ça change l'axe de la pyramide, comme j'ai déjà dit. Et ensuite, alors pour ce qui est des 7 mètres, parce que le centre aurait bougé de 7 mètres, là, je suis pas sûr que Alexis parle de ce passage-là, mais moi, je vois nulle part parler de 7 mètres. Par contre, c'est peut-être confondu avec cette phrase. Il a reconstruit la plateforme attachée au devant de la pyramide de 7 mètres, 7 degrés. Donc c'est pas 7 mètres, c'est 7 degrés. Mais en fait, il s'agit pas de la pyramide en elle-même. Si vous allez voir là, en gros, j'ai l'impression, il s'agit de cette partie-là, là, cette espèce de plateforme ici en triple escalier qui est ici. A priori, c'est ça qui a été bougé. Alors, je ne sais pas pourquoi ils utilisent le terme de 7 degrés. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire concrètement. J'arrive pas à le visualiser, mais en gros, voilà, ça ne concerne pas la pyramide. Donc, la pyramide, voilà. Son centre n'a pas bougé de 7 mètres. Par contre, je me suis amusé là cet après-midi à tracer un petit peu les différentes strates qu'on peut avoir sur cette pyramide. Voilà, si c'est pas évident, hein, parce que c'est Google Earth, et puis en fait, on se rend compte que les faces, elles sont légèrement bombées. Je sais pas si on voit ça, on voit ça à certains endroits. Là, ici, vous voyez, j'ai pris juste le coin des arêtes, mais en fait, vous voyez que, en fait, on a une espèce
de surface. Donc c'est sûr que c'est dommageable, hein. On ne sait pas à quoi ressemblait cette pyramide à l'origine. Peut-être que les arêtes étaient beaucoup plus rectilignes, que c'était plus parfait que ça. Je ne sais pas comment ça a été restauré exactement. J'irai farfouiller un petit peu dans les croquis, les différents témoignages qu'on a d'époque, hein, parce que donc ça date du début du 20e. Mais en gros, voilà, j'ai tracé les carrés que je pouvais, qui correspondent à chaque niveau, et je me suis rendu compte que effectivement, on n'a pas des carrés qui sont parfaitement concentriques. Voilà, si on peut parler ainsi. Oui, on peut parler ainsi. Concentrique, c'est pas que pour les cercles, hein, et tant que le centre est commun, on peut parler de carrés concentriques. Enfin bref. Et je me suis amusé ensuite à tracer les diagonales de chacun de ces carrés avec les centres potentiels. Et en gros, j'ai déterminé là une ligne jaune qui correspond à toutes les différents centres, là où peut se trouver le centre de la pyramide. Sachant que, encore une fois, quand on trace un truc comme ça, quand je dis encore une fois parce que c'est un travail qu'on peut faire à Gizeh sur les pyramides, c'est que, en gros, à quoi ça se traduit ça? Alors déjà, le petit segment là, il fait 5 mètres. Donc déjà, si on a un écart, il n'est pas de 7 mètres, il est de 5 mètres, et en plus, il n'est pas de 7 mètres, ou 5 plutôt là, dans un seul sens, mais en gros, vous imaginez que statistiquement, le centre a plus de chances de se retrouver au milieu de mon segment, et au pire des cas, il peut partir d'une extrémité à l'autre. Donc, c'est pour ça que dans le commentaire, j'ai répondu, en gros, le centre, il est ici, plus ou moins 2,5 mètres. Voilà, c'est une étude Google Earth faite vite fait, mais ça donne une idée. Et surtout, vous voyez que par rapport à mon cercle qui représente l'orbite de la Terre, hein, dans mon planétarium, ah bah, en fait, on est quasiment confondu en fait. C'est-à-dire que le mec effectivement a fait des restaurations qui potentiellement sont pas égales sur toutes les faces, mais en fait, vous voyez, par exemple, ici, là, il y a très peu d'écart entre ici et ici, il y en a beaucoup plus ici, ce qui fait que, en gros, et on voit, hein, on voit que sur certains niveaux, là, par exemple, là, vous avez une certaine épaisseur ici, et l'épaisseur est beaucoup plus grande d'ici. Ce qui fait qu'éventuellement, voilà, c'est ça qui fait les décalages de centre, mais c'est surtout sur l'axe nord-sud que ça a été fait en fait. En gros, c'est comme il y avait plus de mal qui avait été fait, plus de matière à enlever au nord et au sud qu'à l'est et à l'ouest. Donc c'est pour ça que au final, on a un centre qui se trouve sur un segment comme ça là, qui est quasiment confondu avec mon cercle, le cercle qui compose le planétarium. Donc bon, clairement, je vous avais dit que même plus ou moins 25 mètres, c'était toujours avec l'échelle que j'ai dans mon planétarium, donc, je vous rappelle qui est 1 pour 100 000, 50, plus ou moins 25 mètres, c'était acceptable, mais là, on a plus ou moins 2,5 mètres d'écart de ce centre, avec une correspondance quasiment parfaite encore avec le cercle. Donc on n'a pas d'écart dans ce sens-là, on a un écart dans ce sens-là. Voilà, je suis rassuré parce que s'il avait fallu reconnaître que ça a bouleversé mon planétarium, eh ben je l'aurais fait. Mais là en fait, voilà, ça change pas grand-chose. En gros, la pyramide de Teotihuacan, elle a été déformée sur son extérieur, mais en gros le gros de la masse est toujours là et le centre de gravité est toujours à peu près au même endroit. Voilà, donc je tiens à vraiment je tenais à rester un peu là-dessus parce que il y a tout un tas d'argumentaires qui peuvent tenir dans les commentaires que vous faites sous les vidéos, il n'y a pas de souci, et je les accepte, j'essaye d'y répondre, mais le blabla c'est une chose, l'argumentation c'est une chose, la vérification et la réflexion c'en est une autre. Et en tout cas, merci Alexis Sédou d'avoir amené à ces vérifications et à ces prises à ces questionnements, quoi. Voilà, c'est remise en question que je suis prêt à faire à tout moment. Voilà, voilà. Bon, après, ça n'enlève rien, hein. Ce live hasardeux qui a été fait la semaine dernière, il y avait aussi tout l'aspect du système solaire. Ça n'y enlève rien non plus. Voilà pour ça, c'était pour revenir sur cette vidéo. Donc, euh, je serai amené de plus en plus à faire sans doute
une nouvelle série de vidéos qui sera en gros l'apprenti chercheur, alors égyptologue pour ce qui est de l'Égypte et puis mexicologue pour ce qui est des pyramides au Mexique. Ah, c'est fou ça déjà. On dit égyptologue, mais pour le reste des sites, etc. dans le monde, notamment au Mexique, on parle juste d'archéologue. C'est vraiment très très spécifique hein, l'Égypte pour qu'on ait inventé carrément un nom qui au final correspond à historien et archéologue quoi. C'est pourquoi égyptologue pour avoir inventé un terme à ce point-là. Je sais pas. Bref. Donc ça c'est fait. Ensuite, il y a un autre truc, c'est zut, on va aller voir le live que j'ai fait sur Monde Mystérieux. Monde Mystérieux. Monde Mystérieux. Alors, il me propose pas Monde Mystérieux. Hop. Monde Mystérieux. Ah, donc voilà, il y a eu ce live de fait, cette émission. Alors, une émission préparée en. Avec Zoométrie. Non, la pub, on s'en fout. Une émission préparée en 2 jours. Enfin, en gros, on a décidé de la faire 2 jours avant le vendredi et j'ai préparé en une après-midi. Donc voilà, c'est une émission dans laquelle je fais un peu comme les historiens, je suis beaucoup de conditionnels. Potentiellement, c'est ceci, ça pourrait être ceci, tatati tatata. Certains ne l'entendent pas cette oreille et s'imaginent que j'ai des certitudes, etc., etc., des croyances, des machins, des trucs. Bref, passons. Voilà, moi cette émission, je suis content de l'avoir faite avec Hervé. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle s'appuie sur l'idée toujours de hasard dans la continuité de l'émission que j'avais fait le mercredi juste avant. Il y a du hasard qui peut être associé à des architectes modernes qui ont fait par exemple la petite maquette de Teotihuacan au Mexique ou le musée du Caire, on va y revenir en Égypte. Mais après, il y a le hasard potentiel ou pas des architectes antiques, des pyramides de Teotihuacan et de Gizeh. Et il y a aussi, comme ce que j'avais montré pour le hasard dans le système solaire, un hasard que l'on retrouve, des hasards merveilleux, hein, je précise, hein, mais regardez l'émission, que l'on peut retrouver là pour le coup, dans des constructions naturelles, comme on peut avoir à l'île de Pâques. Donc voilà ce que j'ai montré. Voilà, il y a des personnes qui sont là pour m'apporter la contradiction, que je laisse avec plaisir s'exprimer sous les vidéos, et en tout cas sous les miennes. Et j'ai eu cette émission, pareil, hein, alors pour le coup sur le live hasardeux de mercredi. Hop, Moment, donc le live. tais-toi. Donc j'ai eu des remarques de la part de David Thomas, euh, intéressant tout simplement parce que il est allé rechercher. Donc on remet le contexte. Je reviens sur plutôt le début de l'émission sur Monde Mystérieux où je parle de l'implantation du musée égyptien. En gros, je vous la fais court. Je constate depuis longtemps l'implantation du musée sur la trajectoire dans mon planétarium de l'orbite de Mars. Bon, bah ça c'est factuel, ça colle, hasardeux ou pas, fait exprès ou pas, c'est comme ça. Ensuite, pour la vous faire vite fait, ah mince, j'ai lâché Google. Attendez, je vais revenir sur Google en fait. Je vais revenir sur Google. Euh, donc voilà, bah, c'est très rapide. Tchac. L'implantation, donc je parle de l'implantation du musée par rapport à mon système solaire. Voilà, on a tout, hein, j'ai gardé toutes les. J'ai pas retouché à Google depuis l'émission, donc voilà, en gros. Voilà ce que je montre, c'est l'implantation du musée sur la trajectoire de l'orbite de Mars à mon échelle. Je fais remarquer que cet échangeur-là qui ressemble à un œil d'Horus, c'est marrant, c'est le point de départ des lignes, en fait, des lignes de fuite là, du musée. Je crois me rappeler que je dis que c'est des mesures Google Earth, que notamment, à part les lignes extérieures, je pars sur le toit.
alors que là je pars sur le truc, donc du coup forcément c'est pas précis et je peux pas faire dire avec certitude que c'est l'intention de l'architecte. Alors moi j'avais montré que a priori, en gros j'essayais de dire que chaque ligne correspondait à une pyramide. Voilà, je parlais de deux niveaux de lecture de mémoire, hein. En gros, on peut s'arrêter à simplement une relation faite entre ce musée et les trois pyramides, mais je faisais remarquer qu'il y a 6 ailes à ce musée, là, 6 ailes dirigées avec des lignes qui vont avec, et que potentiellement ça peut faire le lien avec les pyramides qui sont un peu plus loin, la pyramide, hop, elle est où? Là, ici, la pyramide de Djoser et les deux pyramides de Snéfrou, hein, qui sont à part la pyramide de Djoser, qui sont des pyramides déjà qui font partie de mon planétarium et en plus qui font partie de la même période, hein, troisième et surtout quatrième dynastie. Voilà, il n'y avait rien de ridicule dans ça puisque le musée est tourné dans ça et que l'ouverture totale, l'angle total là, du musée ici, vise ces lieux-là. Voilà. Donc voilà pour les petites remarques que j'avais faites. Et donc, j'ai eu le bonheur d'avoir la réaction de David Thomas qui m'a permis de m'économiser du travail de recherche. Puisque, il m'a fourni, David, merci à lui, il m'a fourni une vidéo de, en gros, la société d'architecture qui a réalisé le projet. Et donc, on a une vidéo de 36 minutes où le gars nous parle un petit peu voilà, du projet, en gros, et nous présente Oui, certaines choses. Bon, sa voix, on s'en fout. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, parce qu'en fait, j'ai déjà récupéré l'audio en anglais, j'ai les sous-titres, et je peux éventuellement faire une traduction française, au moins les sous-titres en français. Dites-moi si ça peut vous intéresser que je diffuse ça. Voilà, il va falloir que je l'analyse avant, que je l'étudie, que j'écoute un peu ce que dit le gars dans le détail, parce que ça pourrait être intéressant. On voit que le mec va assez loin. C'est ce que je voulais montrer vite fait, mais continuons à faire de la pub pour David Thomas. On va aller donc, David Thomas ici fait un petit article euh, très réactif, hein, super réactif pour parler de mon live avec Hervé de Monde Mystérieux. Donc assez intéressant, hein, puisqu'il donne le lien. Il donne le lien. Bon, il y a un lien sur deux qui marche pas, mais ça c'est pas. Voilà, cette vidéo n'est plus disponible. Pas grave. Euh, on a la conférence ici que je vous mettrai en commentaire ou en description. Et on a des images assez intéressantes. On voit que le mec va loin dans comment il essaye d'intégrer son musée. Alors je peux pas trop en parler parce que j'ai survolé la vidéo. Maintenant, il va falloir que je la relise, que je la réécoute. Donc, mais on voit, voilà, il fait des ronds, des carrés. On dirait presque un pyramidio, le mec. C'est marrant. C'est marrant. Et notamment, là, il en vient à faire. Ça, il faut que je comprenne pourquoi il nous montre ça dans la présentation. Voilà, j'ai l'image, là. Mais je sais même où elle est dans l'émission. Je crois qu'on est à la 11e minute et quelques. Voilà, on est par là. Je crois que c'est 11h27 de mémoire. Voilà, on est encore là. Donc ça, c'est assez marrant d'avoir, de retrouver dans sa construction. Donc là, on a. Ah non, ça bouge. J'ai pas mis pause. Pardon. Là, donc on a le musée ici. Bon, on voit l'échangeur. On voit plus loin. Ça se voit mieux on voit bien que les lignes partent du centre de l'échangeur, de l'œil d'Horus, ce qui ressemble fortement à un œil d'Horus. Et on voit, il a tracé. C'est marrant. Il fait des corrélations entre les pyramides. Le genre de truc. Je pense qu'il n'y a qu'un architecte pour faire ça. Mais un architecte moderne est plus proche d'un architecte antique, vous en conviendrez peut-être, que d'un historien ou un égyptologue. Donc c'est intéressant de voir cet architecte qui fait un cercle qui passe par les angles nord-ouest de la pyramide et par les angles sud-est. Et voilà, et on retrouve avec des points là, etc. Donc il faudra que je regarde dans quelle mesure je pense que c'est pas en mètres. Toutes ces mesures là sont proches des miennes parce que moi je me suis déjà amusé. Je vous mettrai aussi en commentaire à faire ce genre de truc. J'ai tracé ces cercles déjà. Voilà, en tant que pyramidio, j'ai tracé déjà ces cercles. Je suis là, donc je l'avais tracé et j'en avais tracé un autre qui passait par les centres des pyramides là. Et quand on trace un cercle qui passe par le centre des pyramides et un autre qui passe comme celui-là là,
Voilà. Sachant que donc l'intermédiaire qui passe par le centre, il est plus petit que celui-là. Celui-là, il est gigantesque, hein. Donc j'avais pris celui qui passe par les centres. Là, on a donc deux cercles de taille raisonnable, hein, par rapport à celui-là. Et le rapport des deux, j'avais trouvé que ça faisait un 618. C'était marrant quand même de faire ce genre de truc, de retrouver encore, putain, statistiquement parlant, c'est retrouver autant de fois le rapport du nombre d'or sur ce plateau de Gizeh dans ces pyramides, c'est quand même dingue. Encore une fois, le hasard est merveilleux. Et bah, quelque part, merci David Thomas, parce que j'étais un peu rassuré de faire ce genre de, voilà, de travail sur Google Earth, de faire des cercles et machin, parce que voilà, le mec qui a implanté le musée, même si sans doute, très très certainement, il ne connaît pas le planétarium, il n'a pas cet honneur, eh bien, il fait des trucs de pyramide, bon, quelque part. On peut dire parce que ça, pour un historien, un égyptologue, ça n'a aucun sens. Voilà. Mais pour un architecte, je le répète, ça a un sens. Donc, voilà. Merci de m'avoir mis sur cette voie-là. J'écouterai plus précisément l'émission et peut-être que je vous ferai un petit topo là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je profite, hein, je suis pas vraiment en live avec vous ce soir, donc voilà, j'essaye de vous dire tout ce qui me passe par la tête. Voilà, donc voilà, intéressant à suivre et en tout cas, voilà, c'est plutôt encourageant de voir ça. Voilà, que je sache, même si encore je c'est pas définitif, que je sache, il n'y a pas de lien entre ce musée et les trois autres pyramides que j'avais évoquées dans l'émission. J'avais bien dit que c'était une deuxième option. En gros. Première option, on pense juste, ce qui est le cas, qu'il y a un lien avec les trois pyramides, avec les trois centres qui sont pointés, et puis par extension, éventuellement, on peut aller jusqu'à faire une corrélation avec les six autres pyramides. Ça n'a pas l'air d'être le cas, quoique que je sache pour l'instant, j'ai pas le pourquoi des autres lignes là. Vous voyez, il y a trois lignes qui sont projetées sur les centres des pyramides, mais il manque deux lignes ici, deux lignes là. Voilà, où elles partent. Vaguement, j'ai essayé de voir, ça n'a pas l'air de coller, comme je l'avais montré, avec les côtés des pyramides, mais qui sait. Quelque part, il faudrait peut-être lui poser la question au gars, tout simplement. Lui poser la question, et peut-être que le mec sera plus réceptif pour que je lui montre voilà, des éléments moi aussi que j'ai remarqué sur ce plateau de Gizeh, et notamment voilà, la bizarrerie de l'implantation de son musée. Peut-être que le mec est ouvert, je sais pas, j'essaierai de discuter avec lui. Voilà, en tout cas, voilà comment, ça c'était pour illustrer, ça fait 30 minutes, voilà, on va passer à autre chose, pour illustrer un petit peu comment voilà, je prends en considération les remarques qui sont faites en commentaire. J'essaye de vérifier, hein, parce que des fois il y a des interprétations qui sont, voilà, qui sont un peu biaisées, mais l'erreur est humaine, tout le monde peut faire des erreurs. Et voilà, et j'essaye de faire quelque chose de... Même des critiques qui peuvent m'être faites en faisant abstraction de ce qui peut être dit, par exemple dans le gentil texte de David Thomas. Qu'est-ce qu'on a comme gentil truc sans le vouloir, Fred a montré cette capacité qu'il a à interpréter à outrance des informations dont il n'a même pas pris le temps de vérifier le bien fondé. Eh bien si, j'ai fait une petite vérification et il y a quand même pas mal de points communs avec ce qu'a fait l'architecte. Pour le reste, le conditionnel que j'ai employé dans l'émission sur Monde Mystérieux est bien suffisant pour se permettre de faire ce travail sur Google Earth sans avoir tout vérifié. Voilà. Je travaille en prenant le sujet d'où je veux en fait. Je suis pas obligé de respecter un protocole qui me serait fourni par David Thomas ou Christine Thomas ou David Vincent. Non, ma façon de faire et puis voilà. Mais voilà, je prends les remarques. Il y a un truc qui est marrant aussi, il va falloir penser à redescendre sur Terre un jour, mais j'ai peur que la chute fasse mal. Ça aussi, j'adore ce genre de jugement sorti de nulle part. Presque une analyse psychologique, genre je suis un perchos et le jour où je vais redescendre, ça va faire mal. Voilà, donc ne t'en fais pas, tout va bien. Et c'est même l'inverse, hein. Tu sais, à la fin de la vie, c'est l'inverse. On décolle, on n'atterrit pas. Donc je serai dans le bon sens, hein. Pas de problème, hein. Merci, merci. Voilà, voilà. Mais bon, encore une fois, c'est le jeu des réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Allez. Donc on va basculer maintenant sur les news, sur le jeu dont nous allons vous dévoiler, j'espère prochainement le nom. Concernant le jeu, j'ai deux nouvelles, une bonne, une mauvaise.
Je commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est que on vous avait promis le jeu pour le mois de décembre et que ça ne sera pas le cas. La bonne nouvelle, c'est qu'on va faire les choses comme des professionnels et que ce jeu sortira sur la plateforme Steam, donc les gamers qui ont l'habitude, puisque maintenant tous les jeux sont dématérialisés, hein, voilà, sauront de quoi il en est. Sans doute c'est déjà installé, c'est un truc, voilà, c'est gratos, c'est une plateforme en fait. Et voilà, le jeu sera disponible sur la plateforme Steam. Et donc voilà, l'aspect mauvaise nouvelle, c'est le timing, puisque avec les démarches qui sont mises en place, plus il y a un coût d'entrée, il y a 100 € pour pouvoir placer le jeu, etc. Il y a de la préparatif de présentation, j'en passe, et des meilleurs. On a un délai de 3 mois à compter de quasiment maintenant pour que tout soit en place. Donc, euh, donc voilà, ce sera encore plus long que prévu, mais les choses seront faites aux petits oignons pour vous, et ça n'en sera que meilleur, sachant qu'en plus, ben, on va pouvoir travailler un peu plus sur le truc. Donc, je vais refaire un petit topo sur le contenu du jeu. Ça a déjà été dit, mais je vais essayer de rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Donc, le contenu du jeu, ce sera un jeu, dans un premier temps, d'exploration. Vous aurez le site de Joser et vous pourrez aller dans tous les recoins comme jamais vous pourriez y aller dans la vraie vie. C'est l'avantage parfois de, de la vie, comment dire, des mondes virtuels, c'est que là, pour le coup, vous allez pouvoir vous balader sur ce site-là. Euh, on vous réserve la petite surprise du style du jeu parce que on va pas forcément être dans du réalisme pur et dur. On va essayer de trouver le bon équilibre entre, voilà, sur l'aspect visuel. J'espère que ça vous plaira, vous inquiétez pas. On vous tiendra au courant par rapport à ça. Je pense que je ferai des petites émissions pour entrer un peu plus dans le détail peut-être le making of du truc. Voilà, donc première version, aspect exploratoire, mais aussi déjà l'aspect, on va dire, ludique, puisque vous allez pouvoir découvrir. Alors on va vous les cacher un peu partout dans les recoins. L'avantage c'est que vous n'aurez pas à faire des fouilles, hein. Vous aurez les couloirs, ils sont nickel, il y a plus de poussière, plus de voilà, il y a même des zones qui sont actuellement pas dégagées et vous pourriez y accéder. On vous cachera les artefacts pour que vous alliez explorer un peu partout. Voilà, il y aura peut-être des petites quêtes par rapport à ça, de trouver des objets qui ont réellement été trouvés dans cette pyramide, parce qu'il y a un paquet de choses, hein, qui ont été, qui ont été trouvés dans cette pyramide. Je bug, non, c'est bon. Euh, et, et donc voilà. Ça, ce sera la première version, voilà, la première version qui débarque, on va dire février, j'espère, février de l'année prochaine. Et ensuite, on va évoluer vers un jeu vidéo où là, comment dire? Ouais, imaginez-moi encore faire le grand écart entre le monde alternatif et le monde des archéologues, des égyptologues. En gros, vous avez un aspect ludique éducatif, le site tel qu'il est, avec les objets qui ont été trouvés, sans doute des descriptifs, tout un tas d'explications. Alors, je vais beaucoup m'appuyer sur les travaux de Jean-Philippe Loher, euh, voilà, pour vous faire le descriptif du lieu. Et après, on rajoutera une couche LRDP quelque part, où peut-être on va scénariser pour faire quelque chose de plus fantastique, de plus voilà, de plus intéressant, de plus ludique, une trame LRDP qu'on va rajouter sur ces sites. Donc voilà, vous aurez et sans doute que vous pourrez naviguer. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez le choix entre le mode exploration. C'est un peu comme c'est mon fils qui jouait ça, comment ça s'appelle euh, le truc avec les cubes là, Minecraft. Vous avez un mode d'exploration et un mode survie. Là, vous aurez un mode d'exploration et vous aurez un mode LRDP. Et il y aura peut-être même un mode survie avec des zombies, des mobiles zombies, va savoir, pour rendre un peu plus fun le truc. Voilà, il y en aura pour tous les goûts. Et surtout, c'est quelque chose qu'on espère faire évoluer au fil des mois et des années, avec aussi vos remarques. Vous êtes en gros, c'est pour ça que plutôt vous vous imitez, mieux ce sera, des bêta-testeurs de ce jeu que vous pourrez faire, qui pourra évoluer en fonction de vos souhaits, quoi. On essaiera de synthétiser un petit peu vos souhaits, vos remarques, etc. Et faudra être indulgent au début parce qu'on n'est pas des vrais créateurs de jeux vidéo, mais voilà, en tout cas, mon frère a bien l'intention de tendre vers ça. Et voilà, enfin, imaginez quoi, imaginez 10 ans après l'RDP, pour ceux qui sont encore fans, d'avoir un jeu vidéo qui soit axé sur un peu cette thématique, quoi. Voilà ce qu'on va vous proposer. Donc tout ça grâce à
merci rémunérateur, ce qu'on appelle les super thanks que vous pouvez avoir soit dans le chat, soit en tête de vidéo, sous la vidéo, je crois, vous avez un bouton, ça doit être un signe dollar. Tous les dons qui sont faits seront faits pour ce jeu. Je tiens à préciser, donc notre premier investissement de départ, il est supérieur à ce que vous avez donné pour l'instant. J'ai la chance sur la chaîne d'avoir enfin le premier palier débloqué, donc 70 euros de dons qui ont été dépassés, 77 exactement euros qui vont partir déjà pour la création du jeu sur la plateforme, l'enregistrement du jeu sur la plateforme. Et d'ailleurs, je précise que tiens pour la forme, pour lancer le truc, euh, je ferai un don à une association d'une valeur de 20 euros par rapport à ces 77 euros, histoire de voilà de lancer le truc avec un petit peu de, je sais pas comment dire, un petit peu de morale, un petit peu de générosité. Donc, si vous avez des suggestions de dons d'associations, je sais pas, les archéologues en folie, en herbe ou rien à voir, peu importe, faites vos suggestions et, euh, et j'en tiendrai compte pour faire ce don. Je vous montrerai tout ça. Le but, c'est la transparence totale par rapport à l'argent qui va rentrer et qui rentrera de plus en plus. Voilà, c'est normal. Croyez-moi, ce jeu n'en est qu'à son début d'exploitation et ce jeu va vous plaire et ce jeu va faire du bruit tôt ou tard. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais essayer de boucler vite. Euh, Souscription, je vais mettre en place des souscriptions. Je sais pas si vous connaissez, peut-être que vous êtes habitué sur certaines chaînes. En plus de l'abonnement, qui est gratuit bien évidemment, j'espère que c'est le cas, abonnez-vous. Vous avez la possibilité de souscrire à une chaîne avec souvent des avantages supplémentaires. Donc je compte bien vous proposer, si je mets ça en place, bien évidemment, des avantages supplémentaires. Et encore une fois, les sous, c'est pour le jeu, alimenter le jeu vidéo. Mais malgré tout, les avantages supplémentaires, alors pour l'instant j'en ai deux en tête, ce sera la possibilité d'un live mensuel ou bimensuel, je verrai, mais bon, comme l'abonnement est mensuel, le, le, le montant de l'abonnement, je sais pas encore, mais ça va être, je sais pas, 1,99 €, 1,618 € ou j'en sais rien. Enfin, je verrai. Je verrai. Si pareil, si vous avez des suggestions à faire, si vous voulez me dire qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher minimum par mois pour alimenter ce jeu vidéo, alimenter un peu plus de contenu sur la chaîne, vos commentaires sont les bienvenus, vos suggestions sont les bienvenues. Mais en gros, voilà, l'idée c'est de proposer un live entre nous, entre souscripteurs. Donc peut-être qu'au début on sera 2, 3, 4, peu importe, mais voilà, de faire des lives restreints aux souscripteurs et aussi vous aurez la possibilité d'orienter une vidéo sur un sujet de votre choix. Tout simplement, on fera des petits sondages entre nous et pareil, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, parce qu'il faut le temps de préparer la vidéo, je vous proposerai de faire une vidéo sur un sujet que vous m'aurez imposé. Voilà, et sachant que voilà, ça c'est pour l'instant ce que j'ai en tête, c'est la base pour pouvoir lancer le truc, hein. J'espère pouvoir lancer ça d'ici soit la fin de l'année, soit le début de l'année prochaine. Et ensuite, il y aura une dernière partie qui seront les goodies, où je vais vous proposer des visuels du planétarium à poser sur des t-shirts, des suites, des trucs vraiment beaux. Je suis en train de travailler sur le design actuellement, enfin, je commence à travailler sur le design. Je vous le dis tout de suite, il y aura très certainement un design par planète et par pyramide associé, qui vous permettra à vous c'est ce que je vous en ai déjà parlé, de faire un peu les ambassadeurs du planétarium, et encore une fois de participer au financement du jeu, même si je pense que j'en ferai gagner quand même des goodies, des t-shirts, tout ça. Voilà, voilà. Eh ben, j'ai presque tout dit. Je vais finir sur un truc. Si ça vous intéresse, voilà. Vous, fans de LRTP, si vous êtes des joueurs, je pense notamment à un de mes fans ultimes, qui est Fabrice Morel, qui, je crois, aime les jeux de société et qui, depuis que je l'ai débanni, revient déverser son amour sur ma chaîne dans les commentaires. Je vous suggère, je vous invite à jouer et à tester ce jeu Ancient Knowledge, qui est un jeu fait par donc je sais pas si je peux le dire, un fan des LRDP en tout cas,
Voilà, il gravite un peu comme nous dans ce milieu alternatif. Il s'appelle Rémi Mathieu. Je l'ai rencontré d'une des premières de BAM. C'est déjà vieux, ça doit dater de 2018, au château de Comminges, à, du côté de là où habite Éric euh, Gontier, du côté de la zut, bah des grottes de Lascaux, tiens, justement, c'est pas loin. Bref, j'ai connu cette personne qui a développé un jeu vidéo qui cartonne. Son premier jeu vidéo, pardon. Lapsus, pas jeu vidéo, jeu de société. Euh, donc, typiquement, c'est un jeu, c'est un peu LRDP. Et le machin, il est édité par Yellow. Voilà, Yellow Expert, c'est un jeu qui cartonne dès le début. C'est son premier jeu, c'est un truc, c'est exceptionnel de réussir comme ça dès le début. C'est un jeu qui est magnifique. Alors là, la boîte est toute sous blister. Je le connais à part le jeu, j'y ai pas joué. Je vous propose, si ça vous intéresse, et dans quel cas je le ferai quand même, je pense, de faire une vidéo spéciale sur ce jeu. Ne serait-ce que ouvrir la boîte, regarder le contenu et vous parler un petit peu de ma première partie. Euh, voilà, en tout cas, je trouve ça sympa. Vous voyez, on va vous proposer bientôt un jeu vidéo qui tourne un petit peu sur le sujet LRDP, même si c'est plus vaste que ça. Vous avez là un jeu de société. C'est rare ce genre de truc pour le souligner en rapport avec voilà. Le monde alternatif. Là, c'est pas que des pyramidiaux qui pensent des trucs débiles en fait. Là, c'est des gens créatifs aussi. C'est des gens créatifs. Donc, vous retirez les choses positives. C'est des gens créatifs, c'est des gens passionnés, et ça peut donner des petites perles comme ce jeu ancien No Edge que je vous recommande d'ores et déjà. Voilà. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse. Je ferai sans doute une vidéo sur ce sujet-là. Voilà pour ce live différé un peu particulier sur les nouvelles. En attendant celui de la semaine prochaine, alors j'espère que tu me liras avant. Je m'excuse, Jack O'Neill. Nous devions débattre ce soir sur le planétarium et je ne suis pas disponible. Donc j'espère que tu m'en voudras pas et qu'on pourra faire ça dès la semaine prochaine. Voilà. Bon, maintenant il me reste à monter tout ça et à vous le donner pour 21 heures. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis au revoir. À très bientôt.